Adama Gaye, bonjour. Bonjour. Est-ce que la pandémie du coronavirus va affaiblir ou renforcer l'influence de la Chine en Afrique? Écoutez, les deux perspectives sont possibles. D'un côté, évidemment, ce qui s'est passé dernièrement, ce sont les Africains qui ont été vus dans des images violentes et virales être malmenés à Guangzhou, dans le sud de la Chine, par des Chinois ordinaires qui les ont tabassés et les ont presque présentés comme étant les porteurs de ce virus. Cette image est perçue par l'ensemble des populations africaines, mais aussi même par les dirigeants africains, comme des images insultantes et qui portent préjudice à une coopération qui semblait être lisse. Cela étant dit, cette relation est une relation forte, longue, assise sur une coopération financière solide, sur une présence massive des opérateurs chinois. Cela fait que la Chine fera tout pour essayer de rattraper l'image négative qui est sortie de ce bastonnement d'Africains. Y a-t-il un décalage entre Pékin et la province, entre les élites chinoises et le peuple chinois? Bien évidemment, pour ce qui est de l'élite chinoise, elle a choisi, comme le dit le président chinois actuel, de faire de ce 21e siècle celui de la renaissance de la Chine. Et donc, ça nécessite un engagement de plusieurs régions du monde, y compris celle du continent africain, qui est devenu donc un des grands partenaires de l'Afrique. Par contre, le Chinois lambda, quand on vit en Chine, semble être déconnecté de cette approche de son leadership vis-à-vis du continent africain et du reste du monde. Il y a un racisme continue à ce niveau-là, il faut qu'un aggiornamento soit engagé et peut-être que ça pourrait se faire à l'occasion du prochain sommet Chine-Afrique qui va avoir lieu si cette crise sanitaire est surmontée à Dakar l'an prochain. Alors depuis le début de cette pandémie, on voit s'aiguiser cette compétition entre la Chine et l'Occident en Afrique. Sur le terrain de l'aide matérielle d'abord, sur la livraison des masques, du matériel médical, sur l'envoi d'experts, de médecins, qui est gagnant, plutôt la Chine ou plutôt l'Occident en Afrique? Si on s'arrête à l'image a priori, la Chine a fait des efforts en déployant par exemple l'une de ces figures de proue du capitalisme chinois qui n'est autre que Jack Ma, qui a proposé à travers le premier ministre éthiopien Abiy Ahmed de donner à l'ensemble des pays africains des masques, une aide financière. C'est ce soft power, ce pouvoir de séduction que la Chine essaie de déployer pour essayer de conquérir les cœurs et les esprits. Mais au-delà de ça, le temps où les médecins chinois aux pieds nus à l'aube de la coopération entre la Chine et l'Afrique au début des années 60, cette ère est un peu révolue. Alors on peut dire que dans la coopération, l'Occident a quand même, disons, le logiciel de la coopération médicale avec l'Afrique. C'est l'Occident, les pays européens en particulier, qui ont établi les premiers centres hospitaliers où la recherche fondamentale dans le domaine des maladies infectieuses a pu être menée. C'est le cas de ce qui se passe à Dakar, de ce qui s'est passé à Lambaréné, un peu partout. Et on peut même prendre comme exemple emblématique aujourd'hui celui du professeur Raoul qui, à Marseille, a autour de lui beaucoup d'Africains. Je pense qu'il n'y a pas de compétition. En l'occurrence, il y a complémentarité au plan médical. La Chine n'est pas partie prenante dans l'investissement en matière de santé sur le continent. Par contre, la compétition ne pourra pas être évitée sur le plan économique et sur le plan géopolitique. Là, ça va reprendre de plus belle une fois que la crise du coronavirus aura été surmontée. Quelque 40% de la dette africaine est due aux Chinois. Sur le terrain économique, qui peut être le gagnant entre la Chine et l'Occident en ces temps de pandémie? La Chine maîtrise pratiquement entre 147 à 170 milliards de dollars sur le stock d'une dette qui est évaluée aujourd'hui à 365 milliards de dollars. Cette dette s'est reconstituée rapidement après son annulation, principalement lors du sommet des pays industrialisés occidentaux à Green Eagles en Écosse en 2005. Le problème qui se pose, c'est que l'endettement souscrit au niveau de la Chine l'a été sur des bases léonines, dans des conditions obscures, parfois qui ont été destructrices de démocratie sur le continent africain. Et engager le débat aujourd'hui sur l'annulation de la dette, c'est absoudre un peu ces dirigeants africains qui ont utilisé la voie chinoise pour eux-mêmes s'enrichir. Donc ça pose problème et vous avez vu, beaucoup d'Africains sont contre l'annulation
population, je fais partie de ceux-là, qui pensent qu'il faut créer un compte séquestre et que tout ce qui pourrait être annulé comme dette devrait être mis dans ce compte pour que son utilisation se fasse dans des conditions transparentes sans que cela exclue la demande d'une reddition des comptes auprès des autorités africaines qui se sont endettées pour mettre leur pays dans des conditions qui ne sont pas acceptables aujourd'hui. Alors la Chine, évidemment, voudra faire un effort pour l'annulation des dettes. Elle le fait lors des sommets Chine-Afrique ou Afrique-Chine si on veut, mais souvent la Chine n'est pas très généreuse en la matière. Lors de la dernière rencontre du G20, elle fait partie de ceux qui ont accepté un moratoire. Mais je ne pense pas, compte tenu des difficultés que la Chine rencontre aujourd'hui, avec le tassement de ses réserves extérieures, avec le tassement de sa croissance économique, aujourd'hui, la Chine n'est pas dans la posture de pouvoir jouer les grands seigneurs vis-à-vis du continent africain. Surtout, le président chinois sait qu'il lui faut répondre aux attentes d'une population de plus en plus exigeante et qui sait qu'il y a un mandat du ciel, selon la tradition confucéenne, qui veut qu'un dirigeant qui ne donne pas des résultats peut être contesté par l'opinion publique et par le peuple du pays chinois. D'autant que le PIB de la Chine a chuté de quelques 7% au premier trimestre. Ah oui, la Chine est aujourd'hui dans une situation très compliquée, surtout qu'en plus, les pays africains qui ont commencé à dire revoyons notre coopération avec la Chine, exigeons que cette coopération soit bâtie sur transfert de technologie, un véritable partenariat qui accepte que certaines industries soient créées en Afrique, mais non la reconstitution du pacte colonial qui veut que les Chinois viennent prendre les ressources naturelles du continent africain pour les retravailler et nous les renvoyer dans une chaîne de valeur où l'Afrique se trouve en bas de position au détriment de ses intérêts et au profit de ceux de la Chine. Des pays comme le Kenya qui ont 72% de leur dette souveraine contrôlée par la Chine, comme l'Angola qui voit 63% de sa dette être gagée sur son pétrole ou 82% pour ce qui est de Djibouti, tous ces pays-là commencent à se poser des questions sur leur perte de souveraineté et commencent à dire attention. Sur le terrain politique, la Chine accuse les Occidentaux de manquer de rigueur, de discipline dans la lutte contre l'épidémie, tandis que les Occidentaux accusent la Chine d'avoir menti sur l'origine du coronavirus et sur l'ampleur réelle de l'épidémie en Chine. Quel est de ce point de vue le mieux-disant vu d'Afrique? Écoutez, aujourd'hui, le problème qui se pose, c'est que la Chine est restée un pays cachotier dans la tradition communiste. Il y a des millions de Chinois qui ont été tués pendant la grande famine de 1958-1961, pendant la grande révolution culturelle de 1966 à 1976. On ne donne pas ces informations-là. Dans les mines chinoises, il y a des morts à n'en plus finir. Donc, il y a fort à parier qu'il se passe des choses que les autorités ne veulent pas que le reste du monde sache. En revanche, par rapport à l'Occident, les Africains estiment que les Européens ont laissé entrer des cas de personnes qui étaient positives et impactées en venant de leur territoire et aujourd'hui, ils ont été obligés de fermer leur pays par rapport à l'Europe. On peut s'attendre à ce que la Chine, passé cette période, soit très rapidement sur le terrain pour essayer de colmater les brèches et corriger les erreurs liées aux impairs dont nous avons parlé tout à l'heure. Pour ce qui est de l'Occident, il n'y a pas d'approche vis-à-vis du continent africain qui soit coordonnée. On entend des voix solitaires qui tentent de peser dans le débat, que ce soit celle de Macron, que ce soit celle de Madame Merkel. Mais le grand problème qu'on observe, c'est qu'ils choisissent les hommes avec qui ils veulent parler, qui leur paraissent ronds et confortables, comme la bande des 4 que l'Union africaine vient de désigner pour parler au nom du continent africain. Tout cela apparaît un peu comme désordonné dans la relation que les pays qui sont hors du continent veulent avoir avec le continent africain. Adama Gaye, merci.